Bien, merci Pierre, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir tous ici. Qui dit qu'il n'y a pas de libéraux en France? Nous sommes au moins 10, c'est parfait. Alors je me suis toujours posé la question avec Pierre, effectivement, nous partageons une amitié qui a maintenant un quart de siècle. On avait 10 ans à l'époque. Mais je me suis toujours posé la question parce que j'ai rencontré Pierre, parce que je lui ai donné de l'argent. C'était pas mon argent, c'était de l'argent de la Fondation Templeton. Et Pierre avait gagné un prix pour donner un cours sur la liberté et j'étais l'administrateur de ce projet. Et donc j'ai commencé par envoyer des fonds en Europe et il y avait un professeur bien sympathique à Aix-en-Provence. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois à l'université d'été d'Aix-en-Provence, puis à la Société du Mont-Pèlerin, et puis, de fil en aiguille, me voici aujourd'hui. Alors voici ce que j'allais présenter à Aix-en-Provence cet été. Malheureusement, nous avons peut-être le marché pour le bien commun, mais nous n'avons pas la SNCF pour le bien commun. Mon train a été annulé à cause d'incendies sur les voies et impossible de trouver d'autres places à bord d'un train dans les 3-4 jours qui venaient. J'ai baissé les bras, je ne suis pas allé à Aix-en-Provence. Et donc j'ai eu l'occasion, Serge, je suis désolé, c'est moi-même qui ai traduit mon PowerPoint, comme on dit en bon français, d'anglais en français. Je ne me suis pas servi d'IA parce que je suis un dinosaure et je ne sais pas me servir de l'IA. Mais un de ces jours, je vais apprendre. Non, ne deviens jamais l'esclave. Pardon ? Non, ne deviens jamais l'esclave. D'accord, je vais faire très attention. Alors aujourd'hui, je vais parler du marché, du capitalisme, de l'économie en tant que mécanisme de coopération sociale. Donc il n'y aura pas d'équation, je suis désolé pour les polytechniciens et autres ingénieurs ici. Je vais parler de théorie sociale, de théorie politique et parler de l'économie du marché pour le bien commun de Adam Smith. Merci. De Adam Smith à Deirdre McCloskey. Donc vous allez voir, on va parler d'une période de 250 ans à peu près. Effectivement, Adam Smith a publié La richesse des nations en 1776. Ça, au point de vue mathématique, je sais faire, bien qu'étant autrichien, ça fait donc 250 ans, 1776-2026. Et nous allons profiter de l'année 2026 pour parler d'Adam Smith. Alors, je vais commencer par certains bobards anticapitalistes qui sont partout. Peut-être y a-t-il un philosophe ici qui pourrait nous parler de Wittgenstein et des communautés épistémiques. J'emploie certains mots. Et la majorité des Français, la majorité des Européens, malheureusement la majorité des Américains emploient les mêmes mots, mais nous n'avons pas un sens, nous avons un sens complètement différent. Alors, quand on parle du capitalisme, qu'est-ce qu'on entend souvent? L'exploitation de l'homme par l'homme. La science lugubre, la fameuse citation de Thomas Carlyle. Mettre les gens avant les profits, c'est très important ça, parce que le profit tue, les riches s'enrichissent. Pardon? Les profits avant les gens. Non. Ah non, mais il faudrait mettre les gens dans les profits. Ce serait mieux, parce que les profits, on s'en fiche, et puis, etc. Oui, mais tu as raison. Oui, et puis le spectacapitalisme, je le vois souvent sur... Je ne passe pas beaucoup de temps sur Facebook, et j'ai très honte de l'admettre de toute façon. Beaucoup de personnes parlent de la fin du capitalisme. Nous sommes dans le Spätkapitalismus, le late stage capitalism. Dès qu'il y a une crise, c'est forcé, parce que le capitalisme, de toute façon, ne peut pas survivre. Il faudra qu'il soit remplacé par une utopie marxiste. Alors, ça c'est l'université de Nancy. J'ai été invité il y a quelques années à l'université de Nancy, au département des études anglophones et anglaises. Et on m'a demandé, enfin le thème de la conférence c'était capitalisme et socialisme, ou libéralisme et socialisme, où est le dialogue? Moi je me suis dit, c'est fantastique, je vais réfléchir au dialogue. Que pouvons-nous, libéraux, apprendre du socialisme? Beaucoup de choses. Déjà, l'université d'été, vous avez tous rencontré cet économiste qui rencontre un petit jeune. Nous avons un exemple ici. J'ai 18 ans, je me dis peut-être qu'en fait le socialisme ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez me parler de l'économie de marché? Bien sûr, jeune homme, voici l'action humaine. 880 pages, lisez-moi ça. Ça ne parle pas du tout à la majorité des jeunes, ça ne parle pas du tout à la majorité des gens. Et effectivement, je pense qu'on peut apprendre du socialisme, qu'il faut de temps en temps parler au cœur et non pas seulement au cerveau. Et c'est ce que nous allons faire cet été. Alors, je suis arrivé à cette conférence à Nancy. D'abord, je ne savais pas qu'il existait encore des marxistes. Je pensais que ça n'existait plus que dans les musées et dans certaines facultés de droit aux États-Unis, peut-être encore à Nanterre, mais des vrais marxistes qui nous sortaient du Marx, voilà. Et puis quand j'ai enfin donné mon intervention le dernier jour, silence dans la pièce, parce que j'ai parlé du marché en tant que
Le capitalisme est le meilleur projet de développement international. Le capitalisme libère les gens. Silence dans la pièce. Finalement, un monsieur lève le doigt et dit, c'était tout en anglais, Capitalism killed the environment. Merci monsieur, mais quelle est votre question? Pas de question, puisqu'il détenait la vérité. Alors je vais parler des droits de propriété, des externalités négatives, des institutions. Il n'avait rien. Bon. Voilà, des bobards anticapitalistes. La logique du profit. Oui, bien sûr, c'est beau la logique du profit. Ça crée des incitations, ça crée des connaissances, ça crée de la coopération, mais on n'aime pas. Les riches. Alors, il faut taxer les riches. J'ai lu récemment, je ne vais pas appeler ça un livre d'économie, parce que Gabriel Zucman n'est pas un économiste de toute évidence. J'ai lu son dernier livre. Peut-être a-t-il écrit des traités d'économie, mais ce dernier livre n'est pas un traité d'économie. C'est un traité, une dissertation de philosophie de terminale, avec quelques chiffres lancés par-ci, par-là. C'est un ingénieur social qui veut recréer le monde, parce que, paraît-il, les riches ne paient pas d'impôts et nous allons changer ça. Voilà, c'est un croisé. Les riches, voilà. Point de vue de la fiscalité, c'est tout résolu, il faut taxer les riches. Et puis, le problème du post-libéralisme, mais on en reviendra, parce que ce n'est plus maintenant un problème de gauche, une attaque qui vient de la gauche, du marxisme, etc. Mais nous avons maintenant un nouveau mouvement conservateur qui rejette les bases mêmes des Lumières et du libéralisme. Alors, je vais parler de mon professeur Peter Batke, qui était lui-même, qui a été impliqué depuis très longtemps. Il était à NYU peut-être quand tu y étais. Il a eu un postdoc à NYU. Un postdoc à NYU. C'est ce qu'on appellerait ici un postdoc. Un postdoc. Et qui était mon professeur à George Mason University, donc qui a beaucoup publié, surtout en économie autrichienne, et qui aime aussi parler à l'homme de la rue, à monsieur tout le monde, pour expliquer un peu ce que c'est que l'économie. Et donc c'est son dernier livre, Les 4 piliers de la sagesse économique, de la compréhension économique. Il nous dit que c'est vraiment important, parce que je pense que vous avez tous suivi à un moment ou à un autre un cours d'économie. Premier jour, l'économie est la science de l'étude de bla. Très technique. On commence par des mathématiques, des équations, etc. Au lieu de dire, bon, on va commencer par la vérité et la lumière. On peut comprendre le monde grâce à l'économie. Comment peut-on avoir une coopération économique et sociale avec 7 milliards de personnes dans le monde? À peu près 7. J'ai déjà prévenu, je ne suis pas mathématicien. La beauté et l'émerveillement, le marché, la coopération, l'innovation. C'est pas seulement ce qui nous nourrit, mais c'est beau. C'est beau, ce sont des êtres humains qui ne se connaissent pas, qui coopèrent, qui partagent des idées et au lieu de se taper dessus, échangent. L'espoir et la coopération. Pourquoi l'espoir? En 1800, tout le monde était pauvre. Tout le monde était pauvre. Certains avaient beaucoup d'or, ils mouraient quand même à l'âge de 45-50 ans en moyenne. Il n'y avait pas de dentiste moderne. Si, on pouvait se faire arracher une dent. D'où l'expression « mentir comme un arracheur de dents ». Bon, ce n'était pas très agréable. On pouvait mourir d'une infection banale. On pouvait mourir de maladies que je ne sais même plus prononcer parce qu'elles n'existent pratiquement plus. Et vers 1800-1810, certains groupes de personnes dans certains pays du monde ont commencé à s'enrichir après, certains anthropologues diront que c'est plus que 200 000 ans, mais à peu près 200 000 ans d'existence de l'être humain, certaines personnes ont commencé à s'enrichir. Et de plus en plus de personnes, dans plus en plus de pays du monde, ont commencé à s'enrichir. Même l'Afrique septentrionale, disons, au sud du Sahara, a maintenant le niveau de développement qu'avaient les États-Unis en 1920. Donc, il reste beaucoup de progrès à faire, mais pouvons-nous peut-être partager les bienfaits du capitalisme, les bienfaits du marché, de la mondialisation, de l'économie libre, avec le reste du monde, pour en finir avec la pauvreté. Le capitalisme détient les outils pour terminer la pauvreté, pour s'enrichir, pour que tout le monde puisse se nourrir. Et la coopération sociale. Et c'est surtout de la coopération sociale que je vais parler aujourd'hui. Alors, je n'ai aucune confiance en moi-même. Le pouvoir corrompt. Je n'ai pas un pouvoir immense, mais j'ai un pouvoir de 45 minutes ici, dont je ne saurais pas abuser. Et donc, j'ai écrit une constitution, une mini-constitution, pour moi-même. C'est mon schéma pour ce matin. Je vais commencer par parler du marché constitutionnel.
Donc vous voyez bien, je suis autrichien jusqu'au bout des ongles. On ne peut pas parler d'échange sans parler d'institutions, de règles du jeu. On ne peut pas parler de règles du jeu sans parler de constitution. Donc j'ai commencé par le marché constitutionnel, les harmonies économiques, un clin d'œil à notre ami Frédéric Bastiat, bien sûr. Je vais poser cette question, bien entendu, il est impossible de surpasser la rareté. La rareté est la condition humaine, on n'y peut rien. Sans rareté, il n'y aurait pas d'économie, mais la rareté est un fait. Mais grâce à l'économie, l'innovation, on peut faire plus avec moins. On peut, pour ceux qui veulent, quand même, Diedra McCloskey fait ça beaucoup mieux que moi. Si on a ici un petit graphique de la frontière des productions, de la possibilité des productions, peut-être qu'on peut étendre un petit peu, alors d'où vous êtes ici, en poussant un petit peu les ressources, etc. Donc nous pouvons avoir plus de ressources grâce à l'économie. Et je vais quand même finir par parler des détracteurs et de l'esprit anticapitaliste. Donc c'est la saison de Noël, Lisa a dit pas de décoration de Noël, sur la tête, de trucs ridicules, etc. Mais par contre, je vais insuffler un peu d'espoir dans vos cœurs en cette saison de Noël. Alors, commençons donc. Je pense que c'est très important et le monde des économistes, j'allais dire le corps, mais on n'est pas encore un corps constitué dans l'administration française, heureusement. Mais le monde des économistes souffre de beaucoup de péchés. Le premier péché, c'est la dictature des maths, la dictature des mathématiques. On ne peut pas expliquer, je pense, l'être humain exclusivement par l'utilisation des mathématiques. J'adore les maths, je serai le premier à vous le dire. Je ne me sers jamais de maths dans mon travail économique, mais à l'âge de 14 ans, j'ai trouvé un livre qui traînait dans la bibliothèque de mes parents et je me suis enseigné le calcul différentiel et intégral. J'aime les maths, je ne m'en sers pas. Ce sont deux outils différents. Pour les sciences physiques, c'est très important. On ne peut pas être ingénieur sans maths, mais attention à la tyrannie des mathématiques dans l'économie. Donc le premier problème, c'est celui-là. Le deuxième problème, c'est qu'on commence toujours les cours d'économie en disant, ben voilà, nous avons deux personnes. Pierre sait très bien pêcher, très bien attraper les poissons. Moi, je sais très bien, je ne sais pas, récolter les noix de coco. Donc, on va échanger, voilà. Et puis voilà, on démarre immédiatement avec l'échange. Et puis ensuite, on a des entreprises, etc. Et on ne parle jamais du fait que l'échange ne peut pas avoir lieu si on n'a pas certaines institutions. Qui a les droits de propriété? Alors, quand on est deux, c'est implicite. Mais quand on est plus que deux, il faut se décider qui a le droit de propriété, quel est le droit du contrat, qui est le juge, etc. Donc il est très important, avant de pouvoir parler d'échange économique, de parler des règles du jeu. Quelles sont les institutions qui nous permettent d'avoir de l'activité économique? Et reculant encore un petit peu, mon grand-père académique étant James Buchanan, connu surtout pour la Public Choice, donc le directeur de thèse de mon directeur de thèse a fondé la Public Choice et a aussi fondé la version moderne, il y avait déjà la version autrichienne, la version moderne de l'analyse économique des constitutions. Donc, on va parler des méta-règles, les règles à propos des règles. Qui a le droit de changer les institutions? Et voilà les constitutions. Donc, je vais commencer par parler de l'économie en tant que science de coopération au niveau constitutionnel, puis au niveau institutionnel, puis au niveau économique. Voilà, ça devrait me prendre une vingtaine de minutes. Alors, on va commencer par parler du marché constitutionnel. Mais pourquoi un marché constitutionnel? Une constitution, dans la tradition, je ne sais jamais prononcer le nom, que ce soit en anglais, je vous présente d'abord mes excuses, je donne des cours d'économie en anglais et en espagnol ce semestre, donc de temps en temps, il y a un petit mélange, ça s'embrouille un petit peu. Dans la tradition américaine, une constitution tombe plus ou moins du ciel, où Dieu lui-même guide la main de James Madison. Dans la tradition française, comme Dieu est mort en France il y a une centaine d'années, c'est Charles de Gaulle qui tient la place de Dieu, mais nous avons la Constitution qui tombe du ciel toute formée. Mais James Buchanan nous parle d'un marché constitutionnel. Alors, où est l'idée? Olivier et moi sommes voisins, et puis de temps en temps, tous les 3 mois, on organise une razzia chez le voisin pour lui voler ce qu'il a pu accumuler. Alors bien entendu, non seulement on ne va pas accumuler de ressources parce que c'est beaucoup trop dangereux, parce qu'on risque de se les faire voler. Mais en plus de ça, Olivier et moi passons pas mal de temps quand même à organiser l'autodéfense au lieu d'organiser l'activité économique. Puis un jour, on se dit, mais c'est quand même ridicule ce qu'on fait là.
on a tous les deux lu Adam Smith, on ne va pas passer notre temps à voler et piller, on va peut-être plutôt organiser un traité, un marché constitutionnel, en se disant, ben voilà, au lieu de voler et de se taper dessus, on va échanger et on va devenir riche. Ça va être super. Et on fera ça avec tous nos voisins. Et au lieu de passer beaucoup de temps et de dépenser beaucoup de ressources à organiser non seulement les aventures de vikings, mais aussi l'autodéfense, on va échanger, innover, inventer plein de choses. Puis Olivier va inventer l'ordinateur, moi je vais inventer l'avion. Et puis on sera beaucoup plus riche, il y aura moins de pauvreté et tout ira très bien. Il y a quand même un petit problème là-dedans. Si on dépose tous les deux nos armes, il y en a un qui peut facilement garder ses armes dans un coin et puis en profiter pendant que l'autre n'a plus de défense, etc. Donc on va organiser un État. Et le marché constitutionnel, c'est qu'on va décider d'organiser un État, mais on se méfie quand même un petit peu. Je vais refuser de signer le contrat constitutionnel s'il n'y a pas de contrainte. Parce que Olivier pourrait devenir l'État et se servir de l'État pour nous voler nos ressources. Enfin, je dis ça en théorie, ça ne pourrait jamais se passer. Imaginons en France, bon, disons 60% de nos ressources. Ça pourrait être inquiétant. Alors on veut une constitution. Et Olivier, pareil, refusera de signer la constitution s'il n'y a pas de contrainte pour le jour où je deviens moi-même l'État. Et donc, on établit une contrainte constitutionnelle, voilà le marché, pour se dire, on va accepter de déposer nos armes, Isaïe, pour ceux qui préfèrent, et nous allons maintenant échanger au lieu d'avoir une guerre perpétuelle. Alors, nous avons un accord. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est que la science économique de la Constitution? C'est un marché qui est conclu entre 2, puis 10, puis 1 million de personnes, qui établit les contraintes pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir des institutions solides, pour que nous puissions innover et échanger selon les bases de l'économie, de l'avantage comparatif, etc., etc. Il existe effectivement une deuxième tradition, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, la tradition hayekienne qui dit, bon, il n'y a pas de contrat constitutionnel. Qui ici a signé la Constitution de 1958 ? Moi, on ne m'a jamais demandé mon avis. Je n'ai jamais signé la Constitution de 1787 aux États-Unis quand j'y ai vécu. J'accepte la Constitution. Et donc la théorie autrichienne dit, bon, le contrat, c'est important. Parce que quand on se dispute, on peut dire, messieurs, mesdames, il existe ici un contrat. Et c'est beaucoup plus important, je crois, dans la tradition constitutionnelle américaine. Nous allons voir ça d'ailleurs au mois de janvier. Est-ce que le président des États-Unis a le pouvoir de limoger et de renvoyer un gouverneur de la Banque fédérale, de la Banque centrale américaine, la Fed, qui est en théorie indépendante? Eh bien, ça va aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui va écouter les arguments des différentes parties au mois de janvier. Donc ça, c'est un élément constitutionnel. Je pense qu'en France, c'est un petit peu moins important parce qu'il est beaucoup plus facile de changer la Constitution. Mais quand même, on a cette idée de la Constitution comme un mécanisme de coordination qui nous permet de coordonner nos activités. Même si on ne s'entend pas complètement bien, on décide que c'est mieux d'être coordonné sous le parapluie, disons, d'une Constitution pour pouvoir échanger, innover, s'enrichir. Et c'est là que la démocratie devient moins importante. Parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie, c'est 50% des voix plus une voix. Mais est-ce que ça veut dire que la majorité peut tout faire ? Ah non. Sinon, on ne signerait pas le contrat constitutionnel, parce que je me dis que Olivier pourrait commander un jour 55% des voix, avoir un Premier ministre qui dure plus de 3 semaines et qui nous impose certaines choses, ça pourrait être très gênant. Alors, la démocratie, c'est bien pour s'organiser, mais la démocratie n'est pas suffisante en elle-même, parce qu'il faut quand même des limites constitutionnelles, sinon la démocratie donne carte blanche à la majorité. Alors, passons maintenant aux institutions. Les institutions, encore une fois, j'ai emprunté... Qui était le directeur du film? C'est Renoir, La règle du jeu? Je ne me rappelle pas. Bon. Alors, nous allons passer des méta-règles aux règles. La règle du jeu, les institutions. C'est au sein des institutions que nous pouvons vivre en tant qu'êtres humains, parce que les institutions nous donnent des informations, les institutions nous donnent des incitations, et les institutions nous disent les limites de la loi, les limites de la propriété, les limites de l'individu. Donc,
Les institutions, comme vous le savez, j'imagine ici, peuvent être formelles ou informelles. Il existe les institutions formelles comme les banques, la police, les tribunaux, les droits de propriété, mais aussi les institutions informelles, la politesse. J'aime toujours voir à quelle heure commencent les conférences. Ici, c'est quelques minutes de retard, mais Pierre est un bon libéral. Disons qu'en Espagne, les cours ne commencent pas forcément toujours à l'heure. En Allemagne, c'est peut-être mieux d'arriver 10 minutes en avance. Mais bon, voilà. Ce sont des règles informelles. Et je vois ça aussi. J'ai été très choqué par plusieurs choses à mon retour en France. C'est pas vrai que je suis aussi revenu pour la liberté économique française, ce vent de liberté qui souffle depuis... Non, c'est pas pour ça. Plutôt pour la culture, la gastronomie, la musique, etc. Mais j'ai été très choqué parce qu'aux États-Unis, quand un magasin ferme à 22h, le magasin ferme à 22h. Et donc si on se présente à 21h59, généralement le patron du magasin, le gérant, laisse entrer les derniers clients avant de fermer la porte. En France, quand un magasin ferme à 22h, bon déjà il ne va pas fermer à 22h, en fait il ferme à 21h45. Et j'ai demandé plusieurs fois, mais vous avez bien dit que vous fermiez à 22h? Il dit, oui mais il faut un quart d'heure pour virer les clients. Ah, pour virer les clients. Et votre salaire vient d'où? Bah de l'État qui me protège. Bah oui, c'est payé, c'est le patron qui me paie, mais c'est... Puis je mets mes 5 semaines de vacances, puis ci, puis ça. Alors ça, c'est des normes, des institutions informelles qui vont avoir un impact énorme sur les institutions formelles, les attitudes qu'ont les gens. Je vois mes cousins, c'est toujours comme ça. Quand ils en ont assez de travailler, eh ben, ils se débrouillent pour être au chômage pendant 6 mois, 1 an, c'est-à-dire recevoir des fonds. Alors je comprends un petit peu pourquoi ils font ça, parce qu'ils ont cotisé, alors que mon attitude, moi, en tant que... ayant vécu aux États-Unis 35 ans, j'ai une assurance chômage qui s'appelle un compte d'épargne. Et plusieurs fois dans le passé, je me suis dit, bon, ben là, j'en ai marre. Vous m'excuserez l'expression, je pète un plomb. J'allais travailler dans un cabinet d'avocats, on faisait des semaines de 60 à 70 heures. Au bout de 2 ans, je suis allé faire du vélo en Irlande. Et ben, j'ai tapé dans mon compte d'épargne. Voilà. C'est une attitude différente. Mais encore une fois, il y a une relation entre les institutions formelles et informelles. Alors, on ne peut pas parler à l'IREF sans parler du grand Frédéric Bastiat. 1801-1850, parmi ses nombreux ouvrages, Les harmonies économiques, et il parle du marché contre l'État. Le marché crée l'harmonie, les gains mutuels de l'échange. Nous échangeons. Pierre a disons, un ordinateur, je veux l'ordinateur, je suis prêt à payer 500 € pour ce magnifique ordinateur que Pierre vient d'inventer. Pierre préfère avoir 500 €, je préfère avoir l'ordinateur, nous échangeons, la vie est belle. Plutôt que de s'attaquer. Mais je n'ai pas pu m'empêcher, pour les non-économistes ici, le marché crée la croissance en général et la croissance au niveau individuel. Donc c'est un fait très important. Par contre, l'État crée l'antagonisme, il ne crée pas l'harmonie. Parce que qu'avons-nous dans l'État? L'État crée des divisions entre le capital et le travail. On le voit dans le système des retraites. Si on a une retraite par capitalisation, on a sa retraite et puis c'est fini. Alors que si on a une retraite par redistribution, c'est forcément un antagonisme qui se crée. Parce que, bon, le travailleur veut prendre sa retraite à 60 ans ou 58 ans plutôt que la prendre à 65 ou 67 ans, mais il faut bien que quelqu'un travaille derrière. Donc forcément, il y a une redistribution. Forcément, l'État va créer des clivages entre différents éléments. Alors là, je cite Bastiat, entre le peuple et la bourgeoisie. Je crois que c'est 15, vous pouvez me corriger s'il vous plaît, 15% des Français sont actionnaires, possèdent des actions, alors qu'aux États-Unis, c'est plus de 55%. Alors quand on me dit aux États-Unis le peuple, je dis quoi? Les 45% des gens qui ne possèdent pas d'actions, donc ont peut-être des obligations. Ils sont quand même 55% des Américains sont capitalistes. On peut peut-être étendre ça encore un petit peu plus, mais l'État crée l'antagonisme entre l'agriculture et la fabrique. Mercosur. Qui est pour Mercosur? Alors nous avons les consommateurs, nous avons les agriculteurs, nous avons, on le voit aux États-Unis avec la politique douanière de M. Trump, entre le campagnard et le citadin, le rénicole, je ne connaissais pas cette expression, et l'étranger, entre le producteur et le consommateur. Donc quand l'État, comme en France, joue et crée des redistributions, crée des préférences, crée
vole à Pierre, peut-être pas toi, mais pour redistribuer à Paul, forcément l'État crée l'antagonisme là où où le marché crée l'harmonie, la coopération. Alors, je pense que Mencken n'est pas très connu en France. C'est un journaliste américain. Je donne 3 étoiles. Il vaut le voyage. Et il a une magnifique citation que vous pouvez lire plus rapidement à voix basse que je ne peux la lire, donc je vous permets de la lire un instant. Mais je pense qu'il a vraiment identifié le problème de la démocratie. Je ne sais pas s'ils arrivent à lire. Alors, je le lis pour ceux qui sont... Ouais. L'État est composé de personnes exactement comme vous et moi. Ils n'ont aucun talent spécial pour l'administration, ils n'ont que le talent de se faire élire et réélire. Leur outil principal est la recherche de groupes qui halètent et se languissent devant ce qu'ils n'ont pas et de promettre de le leur donner. En d'autres mots, l'État est un courtier du pillage et chaque élection est une espèce de vente aux enchères de biens volés. C'est pas mal. Alors voilà, là où le marché crée l'harmonie. Je suis entrepreneur, je me lève le matin en me disant qu'est-ce que je peux faire pour servir le consommateur, pour m'enrichir. Ça peut être tout simplement m'enrichir, pourquoi pas. Je ne peux m'enrichir que si je profite au consommateur. Mais en même temps, nous voyons toutes les visions, un ordinateur sur chaque table. Vous pensez, quand j'avais 12 ans, on avait un ordinateur dans la maison. Maintenant, la plupart des gens possèdent au moins 2 ordinateurs. Et je compte le téléphone parmi l'ordinateur. Si on pense en plus aux télévisions intelligentes, etc., c'est plus que 2 par personne. Et bien ça, c'était une vision de Gates, de Jobs, etc. Et donc la différence, encore une fois, entre le marché et l'État, c'est que le marché crée l'harmonie, crée la coopération humaine, alors que l'État crée des divisions. Alors, je pense que ce n'est pas un public français qu'il faut que je passe énormément de temps à démontrer par A plus B que l'État crée des divisions. Nous avons la démocratie en déficit perpétuel, un livre de 1978 de Buchanan et Wagner. Donc, si on regarde la théorie de Keynes, je suis désolé d'employer des gros mots si tôt le matin, mais si on regarde la théorie de Keynes, Keynes lui-même avait dit que l'État devait agir contre les cycles économiques. Donc en théorie, en temps d'expansion économique, en temps de bulle, l'État devait économiser pour pouvoir ensuite dépenser. Et Buchanan et Wagner ont démontré que ça ne pouvait jamais être le cas en démocratie, parce qu'on ne peut pas imaginer une classe politique, l'animal politique, disant « Ouf, on est enfin sorti d'une récession économique, nous allons maintenant augmenter les impôts et baisser les dépenses publiques. » Ah non, ça ne se passe jamais comme ça. Les dépenses continuent et la classe politique n'aime pas augmenter les impôts si elle peut l'éviter. Donc la démocratie sera en déficit perpétuel. Mais qu'est-ce que c'est que le déficit perpétuel? C'est un antagonisme supplémentaire entre cette génération et la génération suivante qui va devoir payer les violons du bal. La fracture sociale et politique, on le voit bien en France. Pourquoi y a-t-il tant de fractures sociales? C'est parce que l'État choisit ses castes préférées. On le voit même en France. Je me promène généralement avec The Economist dans ma poche arrière pour pouvoir le lire dans le métro, mais aussi pour pouvoir me défendre contre les cyclistes qui grillent les feux rouges. Mais j'ai très très peur parce que je pense qu'en cas d'altercation, c'est moi qui irai en prison parce que je suis un intouchable qui parle à un brahmine sans lui avoir demandé la permission. La mairie de Paris a créé une classe, alors ne parlons même pas de la voiture, les parias, tout politisé contre le marché cosmopolite. Pourquoi est-ce que j'aime la mondialisation? Déjà, la mondialisation, la fin des frontières, la coopération, bon, on n'en est pas tout à fait à la fin des frontières, mais déjà l'échange. Bastiat lui-même disait, si les biens ne traversent pas les frontières, les soldats le feront. On peut échanger. Bon, d'un point de vue tout à fait égoïste, ça fait plus de gastronomie. Mais aussi, ça fait plus d'échanges, plus de coopération. On étend le marché. Et s'il existe encore de la pauvreté dans le monde, c'est parce qu'il existe des milliards de personnes encore qui ne sont pas tout à fait encore intégrées, qui n'ont pas le droit de participer au marché. Parce que la division du travail, selon Adam Smith, est limitée par la taille du marché. Et donc, plus on fait entrer de personnes dans le marché, plus chacun
peut s'exprimer en tant que, avec son avantage comparatif, et plus on peut avoir de croissance économique. C'est bien ce qu'on a vu au fil des 35-40 dernières années avec la chute. J'ai un petit graphique à partager avec vous plus tard, mais la chute de la pauvreté dans le monde, pour la première fois. Par contre, quand on politise tout, on crée des ennemis. Mais franchement, les États-Unis et l'OTAN qui se tapent dessus, c'est n'importe quoi. C'est l'héritage d'Adam Smith, c'est l'héritage des Lumières, et maintenant les États vont créer une division entre les deux. Bon, bien entendu, il reste des détails, il reste toujours des détails à régler, des petits désaccords dans les fratries, mais c'est ridicule. Et puis ensuite, maintenant, M. Trump est en train de diviser les États-Unis entre différents groupes, ceux qui achètent à l'étranger, ceux qui n'achètent pas. Bon, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais ça continue. On le voit pareil, fracture sociale en France. Et le réduction ad absurdum de tout cela, bien entendu, c'est l'asphyxie complète de la société civile par le communisme. On le voyait dans les pays communistes, le parti communiste avait peur des associations des gens qui se retrouvaient entre eux, que ce soit pour jouer aux échecs ou au volley ou au foot, parce que ça peut devenir très dangereux rapidement parce qu'ils pourraient parler. Donc il fallait qu'il y ait un club de randonnée organisé par le Parti communiste, un club d'échecs organisé par le Parti communiste, un club de volley organisé par le Parti communiste. Tout était organisé par le Parti communiste pour tuer la société civile, pour que tout soit regroupé et qu'ensuite l'État puisse jouer au chef, etc. là-dedans. Alors, il y a beaucoup d'optimisme, mais faisons attention un petit peu. Qu'est-ce que ça représente la démocratie? Un régime démocratique ne peut pas perdurer, écrivait Alexander Fraser Tytler. Il subsiste jusqu'au moment où les électeurs découvrent qu'ils peuvent se voter des largesses aux dépens du trésor public. Dès ce moment, la majorité élit toujours les candidats qui promettent le plus de cadeaux aux frais du trésor public, avec pour conséquence que la démocratie croule sous le poids d'une politique fiscale immodérée, toujours suivie par une dictature. Désolé, c'est un petit peu ce qu'on voit en France maintenant, mais justement, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous les prophètes du marché, qu'on explique le marché, qu'on explique la coopération, parce que ce qui se passe en France, ce n'est pas une coïncidence, et on n'a pas vu d'hommes politiques, de femmes politiques courageux ou courageuses disant, bah, écoute, le problème principal, c'est que l'État contrôle plus de 60% de l'économie. Donc ça fait 60, pour tout euro créé en France, 60 centimes sont contrôlés par des fonctionnaires ou la classe politique, et non pas contrôlés par des ménages, des individus, des entrepreneurs. Il y a une solution assez facile, et oh là là là. Au fil de ces 6 ou 8 derniers mois, j'ai écouté pas mal de conférences sur la croissance en France. Ah oui, bah, le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'automatisation, on ne se sert pas assez de l'IA. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être une subvention aux PME pour qu'on ait ou alors des champions nationaux, etc. Et moi, alors, est-ce qu'on peut parler de l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'on peut parler de l'impôt sur la plus-value? Est-ce qu'on peut parler de l'impôt sur les entreprises? Est-ce qu'on peut parler de la réglementation? Ne parlons même pas de l'Europe, en commençant par la France. Si vous voulez s'ils veulent de la croissance en France, nous on en veut bien entendu, mais s'ils veulent vraiment de la croissance en France, il ne faut pas chercher à donner une subvention supplémentaire à tel ou tel groupe. Ça c'est encore une fois l'antagonisme. Laissons faire le marché. On pourrait même dire laissez faire, laissez passer, avec notre ami Turgot. Tu nous dis un mot d'Alexander Fraser Tytler? Tu dis, pardon? Ce monsieur, oui, c'était quelle époque? C'était 19e siècle. Alors le problème, c'est que la citation est souvent attribuée à Tocqueville, mais ce n'est pas lui qui l'a dit. Ah bon? Parce que moi, quand j'ai vu ce truc s'afficher, je me suis dit c'est Tocqueville. J'ai cru aussi, oui. D'accord. Mais alors Je d'après... suis en train de vérifier en fait. Ah, et alors fact-checking. Non, mais c'est clair, moi je la connais, Oui. je pensais que c'était... Ah, je suis partant si tu trouves, mais j'ai cru comprendre. Ouais. et lui, c'était un homme politique. Ah, alors, je sais seulement qu'il a dit ça, et Donc, que c'est beau. Mais je chercherai, je te le dirai. Donc, continuons. Alors, nous avons vu en quelques minutes les constitutions, les institutions. Repassons au jeu même, à l'échange économique. Pourquoi l'échange économique crée des harmonies? Pourquoi est-ce une science de la coopération? Commençons par notre ami Ludwig von Mises et sa théorie de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui cherche à servir le consommateur. Parce qu'on ne peut s'enrichir dans un système capitaliste, dans un marché, on ne peut s'enrichir qu'en servant le consommateur. Si je prends des ressources
dans un monde de rareté, et que je les transforme, et que je ne rajoute pas de valeur, le consommateur ne sera pas intéressé. Cet ordinateur, qu'est-ce que c'est? Désolé Pierre, hein, c'est du plastique. Il y a un peu d'électronique, des circuits, il y a un peu, beaucoup même, de l'intelligence des, comme on dit maintenant, des développeurs, de ceux qui ont programmé, des ingénieurs informaticiens. Mais si on me donnait tout ça dans une boîte, des bouts de plastique, un peu de peinture, je ne serais pas du tout intéressé parce que je ne peux pas m'en servir. Il faut que quelqu'un l'assemble, le mette. Et là, je suis prêt à payer plusieurs centaines d'euros pour avoir un ordinateur qui fonctionne, qui me permet de faire des choses intéressantes. Je donne toujours l'exemple à mes étudiants. Si je décide, choisissez votre document, je dis toujours la déclaration d'indépendance des États-Unis, et que je vais justement vendre toutes les actions que j'ai dans ma retraite à capitalisation pour acheter des lasers et pour apprendre à inscrire sur un grain de riz la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, parce que c'est un document tellement beau et tellement important. J'ai passé des heures et des heures, des centaines de milliers d'euros investis. Combien seriez-vous prêt à payer pour un grain de riz? Alors, il y a un étudiant généreux un jour qui m'a dit 10 $, parce que ça serait assez rigolo. Mais voilà, qu'est-ce que le marché vient de me dire? Que je ne rajoute pas de valeur pour le consommateur. Le marché vient de m'indiquer très clairement que je suis en train de gaspiller des ressources dans un monde de rareté. Et le marché va me punir pour le bien commun en redistribuant ces ressources et permettre à d'autres d'essayer de les organiser pour servir le consommateur. Donc, in fine, c'est le consommateur qui décide. Nous avons un système de souveraineté du consommateur. Et l'entrepreneur, alors il existe aussi la théorie kirchnerienne, comme tu as. Kirchner était bien ton directeur de thèse. La théorie kirchnerienne, selon laquelle l'entrepreneur, c'est celui qui voit des opportunités, certes. Mais à la base, l'entrepreneur, c'est celui qui sert le consommateur. Et s'il ne sert pas le consommateur, il sera puni, il ne s'enrichira pas. Alors, sous un système de marché, l'entrepreneur sort riche et le consommateur sort avec les biens et les services dont il a besoin, qu'il ne peut pas se procurer lui-même. Et donc, les entrepreneurs font avancer l'économie. C'est grâce aux entrepreneurs qu'il existe le profit, qu'il existe de nouvelles techniques, qu'il existe maintenant cette magnifique machine dont nous pouvons nous servir pour regarder des photos de chats. Non, et puis d'autres choses, bien entendu. Quand on pense les petites choses, quand il fallait... j'étais juste à la limite de la dernière génération qui a tapé à la machine à écrire. Bon, c'est une machine à écrire électronique. Ça s'effaçait, il y avait un bouton pour effacer, donc il n'y avait pas besoin de Tipex, on n'avait pas de carbone, mais c'était juste à la limite. Et puis, je me rappelle les mots de tête en bibliothèque universitaire, parce que pour chercher un article, alors, il y en a certains qui comprennent, les jeunes ne comprennent absolument pas de quoi je parle, mais pour chercher un article, je voulais lire l'article qu'a écrit Pierre il y a 12 ans sur justement Kirchner. Il fallait aller à la bibliothèque, il fallait espérer que la bibliothèque possédait la version physique du journal académique. Si elle ne l'avait pas, il fallait attendre 10 jours pour qu'une autre université lui envoie. Et ensuite, on avait le choix soit de rester l'après-midi installé dans la bibliothèque à lire, soit de faire des photocopies. Alors déjà, il fallait un paquet comme ça de pièces pour pouvoir faire les photocopies. Et ensuite, comme les journaux étaient reliés par année, le couvercle de la photocopieuse ne fermait pas et on se prenait le rayon vert à chaque fois dans la tête. Donc il y avait deux options, soit le rayon vert avec un mal de tête garanti au bout de 5 minutes, soit une contorsion dans laquelle il fallait baisser, tourner la tête, appuyer. Changer la page, baisser, tourner la tête, appuyer. Donc c'est un peu une discothèque comme ça. Alors que maintenant, tranquille, chez soi, en pyjama, JSTOR, boum, je regarde l'article, non, en fait, il n'est pas très intéressant. Je parle de ce suivant, ah, celui de Pierre, par contre, il est beau, et je le lis tranquillement chez moi. Je peux l'imprimer avec mon imprimante. Alors pourquoi? Ça a augmenté ma productivité, et quelqu'un s'est enrichi. Bravo, merci. Alors j'ai participé à un débat il y a quelques années avec un marxiste, c'était assez rigolo, et il me parlait des pauvres travailleurs exploités par le téléphone qui payaient très cher leur abonnement alors que ceux qui avaient inventé le téléphone étaient devenus milliardaires et comme c'était pas juste. Et je lui ai dit, écoute, monsieur, le téléphone, effectivement, on peut s'en servir pour se promener dans Paris, comme ça on n'a plus besoin de porter. On peut s'en servir pour diverses choses agréables, intéressantes, mais le téléphone représente aussi une banque très peu chère pour les 2, 3, 4, 5 millions d'Américains qui ne peuvent pas participer au système bancaire parce qu'il est trop important, ils ne peuvent pas payer les frais tous les mois.
Ce téléphone représente la libération de la femme en Afghanistan, la femme qui n'a pas le droit de travailler en Afghanistan, mais qui travaille quand même et qui se fait payer en bitcoin sur son téléphone. C'est ça. Et il m'a dit oui, tout ça c'est mignon, mais ils ont mis le doigt dans l'engrenage de la relation capitaliste de capital. Je ne savais plus quoi dire. Et alors, le marché, qu'est-ce que ça fait? Non seulement ça crée des richesses, ça crée de la coopération, mais ça crée de la discipline aussi. Je ne peux pas gaspiller de ressources dans un système capitaliste, un système de marché, où il y a un système de rareté, et c'est un argument moral. Le marché m'impose la discipline, et si je ne gère pas bien mes ressources, je vais être puni pour que quelqu'un d'autre puisse s'en servir. Donc nous ne sommes pas vraiment au-delà de la rareté, mais le marché crée des richesses. Alors, je vais commencer à terminer les derniers détails de la conférence, alors, avant que Pierre me remonte les bretelles. Le pont de Baumol, j'en avais parlé un petit peu. William Baumol était un économiste qui a écrit en 1990 sur le lien entre les institutions et l'activité économique. Et ce qu'il a remarqué, c'est que l'offre et la créativité de l'entrepreneuriat dépendent fortement du contexte institutionnel. Ce sont les institutions qui créent le type d'entrepreneuriat que nous avons. C'est pour ça que je dis, je commence tous mes cours de microéconomie par au moins 1h30, voire même 3 heures de commentaires sur les institutions avant de parler de l'échange. Parce qu'on peut parler de 3 types d'entrepreneuriat. Le premier, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est l'entrepreneuriat productif. J'ai une idée, j'invente quelque chose, vous l'achetez, votre vie est enrichie et moi aussi je suis enrichi, tout va bien. Le deuxième type d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat improductif. C'est un entrepreneuriat qui ne crée pas de richesse, mais qui permet la création de richesse. Donc, Pierre disait, quand je suis arrivé à Paris, il m'a fallu à peu près 6 ou 7 mois pour trouver un logement parce que j'étais un peu louche. Je débarque avec un contrat américain, un contrat espagnol, un contrat indien. J'avais bien au-delà du seuil nécessaire pour louer les appartements que je voulais. Mais il me disait, mais vous n'êtes pas fonctionnaire, si vous perdez votre contrat, qu'est-ce qui se passe? Je dis, premièrement, si je perds mon contrat, j'en trouverai un autre. Et deuxièmement, j'ai un compte d'épargne, je ne vois pas où est le problème. Ah non, alors j'ai dû embaucher quelqu'un qui m'a coûté l'équivalent, je crois, d'un mois de loyer pour permettre de comprendre un peu la bureaucratie, de parler aux propriétaires, etc. Cette personne n'a créé aucune richesse, mais on peut imaginer que cette personne était un petit peu comme un chien d'aveugle qui m'a permis de gérer. Alors, il existe, je sais que nous avons au moins un juriste parmi nous, il existe des juristes qui sont dans l'entrepreneuriat productif, qui permettent la création de richesse. Quand on écrit un contrat, donc encore une fois le contrat entre Olivier et moi, on va parler des juristes pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème dans l'avenir, pour éviter de se traîner en cours et de se traîner en justice pour pouvoir participer justement, innover. Mais il existe beaucoup aussi d'avocats, de notaires qui existent seulement parce qu'il existe une réglementation européenne, parce qu'il existe une réglementation française. Troisième type d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat destructeur. C'est l'entrepreneur qui se sert de ses ressources et de sa créativité d'entrepreneur pour créer des entraves au marché. Et donc, je vais faire passer un projet de loi la semaine prochaine qui va interdire à tous les autres instituts français, à part l'IREF, de proposer des conférences. Comme ça, nous aurons une monopole de marché. Voilà. Le monopole de marché. Voilà. Alors, je vais terminer avec Deirdre McCloskey parce que je vous l'avais promis. Art Carden, certains peut-être d'entre vous l'ont rencontré, un grand Américain. Il est venu ici. Et il est venu ici. Je l'avais vu la veille à la Sorbonne. Il a donné une conférence sur ce livre. Donc c'est McCloskey qui a démarré l'idée des vertus bourgeoises. Mais McCloskey et Carden indiquent que le capitalisme peut être résumé en quelques mots. Fichez-moi la paix et je vous enrichirai. Laissez-moi faire tout seul dans mon coin, tranquillement. C'est-à-dire, du moment que je n'atteins pas à la propriété, aux droits des autres. Et on voit effectivement que, selon la liberté économique des pays, le revenu par personne est beaucoup plus élevé quand il existe plus de liberté économique, donc plus d'activité économique. Vous connaissez certainement tous la citation d'Adam Smith, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Donc le marché crée un bien commun. Le marché permet aux gens de se servir mutuellement.
Il existe naturellement des détracteurs, vous le savez très bien, des gens qui se disent économistes. Encore une fois, quand je lis Piketty, quand je lis Zuckman, je ne vois pas d'économistes. Nous avons Marx et la lutte des classes. Mais un économiste ne peut pas parler de lutte des classes, parce que la lutte des classes, c'est forcément des antagonismes. Et on voit justement que le marché crée les classes moyennes, quand nous avons effectivement un marché. Nous avons Keynes, Samuelson et compagnie, la défaillance omniprésente. Bon, on peut avoir un débat sur la défaillance du marché. On peut débattre de ça. Je suis assez sceptique à ce sujet, mais on peut en débattre. Mais pour eux, la défaillance est partout. Et donc, il faut le fonctionnaire, la femme politique, le prince, la princesse qui impose sa vision. Rachida Dati, Paris est moche. Je vais transformer Paris. Je vais créer, déjà, tout, voilà. Mais eux, ils voient la défaillance partout, et bien entendu, ça permet à l'économiste de murmurer des conseils dans l'oreille du prince. Nous avons, bon, je crois qu'on en a encore, le DEI, le wokisme, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est du néo-marxisme. On crée des identités. Tu n'es pas un consommateur, tu n'es pas un être humain qui peut participer dans la société civile. Tu fais partie d'un groupe. Il y a les méchants et les bons. Et les groupes s'opposent. Donc on n'a plus la lutte des classes, mais on a maintenant la lutte des identités. Et j'ai vu récemment dans une bibliothèque, j'ai à côté de chez moi une bibliothèque anarchiste, communiste, je ne sais pas trop quoi. Et j'ai vu une affiche féministe et anticapitaliste, tant qu'il le faudra. Ouais, mais vous n'avez rien compris. C'est le capitalisme qui libère ceux qui n'ont pas eu d'opportunité, qui crée justement les harmonies économiques. Et nous avons le problème omniprésent en France. J'ai rencontré très peu d'économistes en France. Par contre, j'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs économiques qui pensent que l'économie est une machine qui peut se contrôler par un bel ingénieur plutôt qu'un organisme vivant qu'on essaie de comprendre tant bien que mal, mais qui est le résultat des interactions humaines. Bon, je vais en finir. Il ne me reste plus que 2 slides, comme on dit en bon français. Retournons à Peter Bethke qui dit qu'on peut penser, qu'on peut imaginer l'économie comme étant une course de chevaux. Donc on va passer à l'hippodrome d'Anguin ou de Longchamp. Les 3 chevaux de l'entrepreneuriat. Et donc en anglais, ça marche assez bien parce que nous avons Smith, l'entrepreneuriat par l'échange, Schumpeter, l'entrepreneuriat et la croissance par l'innovation, et le 3e, en anglais, the state, l'État, qu'il appelle le cheval stupide. Et le problème, c'est que les 2 chevaux, les 2 premiers chevaux courent, et le 3e chevaux leur donne des coups de pied, les mordent, leur impose des réglementations européennes, françaises, etc. Et Bethke nous explique que si les 2 chevaux arrivent à courir plus vite que le 3e, demain sera un jour meilleur qu'aujourd'hui. L'entrepreneur va innover pour nous servir. Alors, quand même, un petit peu de mauvaises nouvelles, je suis désolé. Je parlais tout à l'heure. Donc, en 1800, tout le monde était pauvre. Et même, ce qui est un petit peu en vert, les personnes qui ne vivaient pas en pauvreté extrême vers 1820 n'avaient pas du tout les avantages médicaux, technologiques, etc. que nous avons aujourd'hui. Il a commencé à se passer quelque chose vers 1820. Quelques personnes dans quelques pays ont commencé à s'enrichir. Et d'un seul coup, nous avons en 2015, pour la première fois, moins de 10% de la population du monde vivant en pauvreté extrême. Extraordinaire. Victoire du capitalisme. Bravo. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a eu aucune croissance, aucun changement au niveau mondial en 10 ans. Nous en sommes restés à 10%. Après ce démarrage extraordinaire vers les années 80-90 avec la mort de Mao et la fin du rage indien de la réglementation. Mais ce n'est pas entièrement c'est pas du tout une coïncidence, parce que nous voyons que nous vivons maintenant une grande régression. Ça fait 20 ans que la démocratie et l'économie politique et que la liberté politique sont en décroissance dans le monde, en déclin. Et depuis 2020, les États qui avaient un peu libéralisé quand même ont goûté au pouvoir et se sont dit « ces mesures anti-Covid, c'est pas mal quand même. On va peut-être continuer ça ». Et donc on a vu depuis 5 ans un déclin de la liberté économique du monde et depuis une vingtaine d'années un déclin de la liberté politique du monde. Donc il n'y a pas eu de déclin
de la pauvreté, il n'y a pas eu de croissance de la pauvreté, mais justement, je crois qu'il nous reste, nous, libéraux, à continuer à parler du marché. Alors, je vais en finir là, en vous disant merci, en vous disant que l'espoir, c'est le marché, la coopération humaine, la croissance humaine, l'innovation. On peut se servir les autres, on peut s'enrichir mutuellement, on peut innover et vivre en paix et en harmonie, si seulement nous adoptons plus de marché et plus de capitalisme. Merci. Merci Nicolas pour ce tour de force presque de présenter autant de choses en un peu plus de 45 minutes. Il nous reste un quart d'heure pour eh bien, écouter vos réactions, peut-être vos questions. Je me suis trompé, c'est N. Wenzel, pardon. J'ai mélangé mes deux mails. Ah, bah Si, voilà, si vous voulez m'attaquer ou m'envoyer encore des mots une gentils. fake news. Alors j'ai Serge qui est là et puis après j'ai Lisa en face. Serge. Merci, merci pour cet exposé. Évidemment, trois petites remarques sur lesquelles tu rebondiras, si tu veux bien, ou d'autres parmi vous. Dans la citation de Mencken, j'ai noté, à propos des bureaucrates, ils n'ont, selon l'auteur, aucun talent spécial pour administrer. C'est pas vrai. Ils ont un talent spécial pour survivre, au sens de l'administration. Et la théorie de la bureaucratie, depuis Sauvy jusqu'à Mises, et un renouvellement très profond par Niskanen, a montré la rationalité du fonctionnaire, du bureaucrate, pour survivre. Pardon de faire allusion à l'un de mes ouvrages juste avant la trilogie, j'ai écrit une théorie de la révolte fiscale que Pascal Salat a bien voulu préfacer. Et je montre combien, les fonctionnaires travaillent. Ils travaillent pour produire de la loi, du décret, du règlement, de l'ordonnance et des notes, afin de, premièrement, justifier leur existence. Deux, ils savent assez bien, Pascal très gentiment dans l'introduction dit, j'ai découvert dans le manuscrit combien le bureaucrate savait par exemple imposer un maximum, pour des raisons que je ne développe pas devant un public tel que vous, et inversement ne va pas au-delà, c'est-à-dire le moment où trop de fiscalité va le tuer, va provoquer éventuellement 1789, convocation des États généraux pour des raisons fiscales, etc. Première remarque. Deuxième remarque, tu as hésité sur les défaillances du marché. Oui, le marché multiplie les défaillances, il faut que les libéraux le reconnaissent, mais pour une raison très profonde, très morale et très remarquable. Ce sont des décisions humaines, depuis l'entrepreneur jusqu'à des salariés en responsabilité ou des consommateurs qui prennent quelque chose dans les linéaires et s'aperçoivent qu'ils ne sont pas contents en mangeant ce produit ou l'ordinateur qu'ils ont acheté, que sais-je encore. Le marché, c'est une suite de défaillances. Essai, erreur, correction. Essai, erreur, correction. Essai, erreur, correction. Jusqu'à la fin de l'éternité, puisque ce sont des êtres humains qui prennent des décisions. Ils vont éventuellement se tromper. Je ne sais pas le quantifier, ni vous non plus, ni aucun économiste au monde ne s'y est risqué. C'est peut-être une fois sur 20, une fois sur 5, une fois sur 2. Mais là où justement le marché est irremplaçable, je pense même que c'est peut-être sa vertu numéro 1, c'est qu'immédiatement, dès qu'il y a défaillance, et si le marché fonctionne, l'entrepreneur par exemple est sanctionné, soit il se rectifie, soit il va jusqu'à la faillite, et le mécanisme des prix va indiquer ici les défaillances, là les pénuries, là les excédents, que sais-je encore. Et ce mécanisme sans cesse va rétablir un nouvel état d'équilibre. Ce mot est détestable pour nous, j'entends bien, mais on se comprend.
équilibre remis en cause de nouveau par une décision d'entrepreneur, soit positive, leur dit, soit une erreur monstrueuse. Bref, les entrepreneurs prennent des décisions, ils sont libres, etc. Troisième et dernière remarque, spontanément, je serais d'accord avec ce que tu dis sur les économistes ingénieurs. En France, on dit plutôt les ingénieurs économistes, pour montrer qu'ils sont d'abord ingénieurs. Je ne les défendrai pas, et nous sommes tout à fait d'accord sur l'incompétence, les années qu'il manque de formation à l'économie d'un Piketty, qui n'est pas un imbécile, c'est un opportuniste, c'est pas pareil. C'est un normalien, donc il n'a pas fait d'études d'économie. Zuckman, pareil. Tous ceux qui sont passés par ces grandes écoles. Je terminerai sur toi, Pierre, mais en disant la chose suivante. Spontanément, j'aurais tendance à... C'est Jacques Rueff qui nous appelle, ce qui fait le lien. Mais en même temps, pendant que tu parlais, j'ai mis 6 noms sur ma feuille de papier. François Divisia, bien oublié, qui a été un économiste exceptionnel. Jacques Rueff était polytechnicien, a comblé ensuite par des lectures. Il n'a pas fait des études d'économie initiale. Alfred Sauvy, après un début un peu chaotique, directeur adjoint de cabinet de Blum en 1936, il démissionne dès 1937, se fâchant avec son patron jamais, et puis c'est la suite du Sauvy. René Roy, bien oublié, R-O-Y, économiste brillantissime, qui a produit des ouvrages d'une extrême qualité. Jean Fourastier, ingénieur arts et métiers. Si tous les économistes français avaient 10% du talent de Fourastier, le pays, et du réalisme de Fourastier, le pays ne serait pas dans cet état. Dernier exemple, avant de me faire oxyre par mon voisin de gauche, sinistre en latin. Jusqu'au moment où l'âge l'a atteint, malheureusement j'approche de cet âge, et où les rendements décroissants l'ont fait terminer malheureusement presque comme gâteux. Maurice Allais a quand même été un immense économiste. Le traité d'économie pure en 1945 a été l'un des rares ouvrages auxquels on a pu se raccrocher quand c'était la période la plus dramatique pour les économistes français et la pensée libérale française, où réellement, contrairement à ce que tu crois, nous tenions, pardon de vous dire cela, mais je suis le plus vieux dans le grade le moins élevé, et nous tenions, tous les libéraux français, nous étions moins de 20 dans ces locaux, tous, en réunissant, Daniel Villet était encore vivant, Jacques Rueff était encore vivant, évidemment, Bourset de Carbon, et ainsi de suite. Nous n'étions pas 20, bien, et nous nous raccrochions largement, entre autres, au traité d'économie pure de 1945 de Maurice Allais, qui montrait que toute chose égale par ailleurs, le meilleur optimum possible, c'était évidemment les mécanismes marchands. Bon, on fera une autre conférence là-dessus. C'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Je vous remercie de Alors, on va donner vos la commentaires. Oui, c'est plus Lisa des... Lisa. Non, je vais écouter les prochaines questions. Non, mais c'est une question très simple. Tu fais l'apologie des institutions et tu fais la critique virulente de l'État. Qui garantit les institutions si c'est pas, parce que qui dit institution, et tu l'as très bien dit, suppose une constitution. Oui. La constitution, si elle n'est pas à la fois édictée par un État, alors à l'anglo-saxonne ou à la Charles de Gaulle, par quelqu'un un groupe de gens, qui va garantir les institutions si c'est pas un État au moins minimal? L'État. Voilà, Alors, à moins d'être rothbardien, comme tu connais, anarcho-capitaliste. Oui, mais à moins d'être rothbardien, Rothbard disait que c'était impossible. Il était impossible d'avoir un État neutre. Moi, je suis plutôt dans le camp de Mises qui dit qu'effectivement, il faut un État pour garantir les institutions, mais que l'État doit s'arrêter. Bastien en parle aussi de ce moment-là. L'État doit protéger les droits de propriété, protéger la justice et s'arrêter. C'est ça, un État qu'on appelle régalien. Un État régalien. Bon, même il y a quelques
La question, c'est comment mettre Ouais. dans la Constitution les barrières qui empêchent cet État de grandir, de croître sans cesse. Alors là, il me faudrait encore 1h30 de conférence. Mais exactement, et ça c'est le grand défi. Et c'est pour ça que je parlais des défaillances de marché, parce que Hayek, Buchanan et Friedman, qui n'étaient pas des communistes, étaient tous en faveur d'un État qui réparait un petit peu les défaillances de marché, tout en ayant très très peur d'un État qui faisait ça, parce qu'il pouvait en faire plus après. Mises et d'autres ont dit impossible, arrêtons-nous là, droit régalien et c'est fini. Mais là est le grand débat du libéralisme. Tu as parlé de la différence entre le droit anglo-saxon et moi je pense plutôt au droit anglais, la Constitution informelle anglaise qui vient d'une coutume, d'une tradition et qui est très bien décrite par son nom m'échappe, mais dans cet auteur Burke entre autres, oui. Burke, qui est très différente de l'état d'esprit de la mentalité française qui consiste à éditer des lois générales, idéalistes, etc. Et dans ces constitutions-là, finalement, c'est pas l'État qui garantit la liberté, c'est une espèce d'état d'esprit des gens. C'est une mentalité du peuple, y compris des représentants du peuple qui s'auto-limitent en fait. Et c'est ça qu'on n'a pas, nous, en France. Pas du tout. Et même le système américain qui a ses barrières écrites dépend du système anglais, c'est-à-dire de l'autolimitation. Bien sûr. Sinon, les barrières ne veulent rien dire. Il y a quelque chose là de transcendant qui ne peut pas venir ni du général de Gaulle, ni de personne, ni de Napoléon, ni de personne. Non. Et ça, comment faire en France pour que... Parce que la transcendance a disparu, il n'y a plus cette morale derrière la liberté. Non. C'est une espèce d'idée de liberté qu'on a, mais on n'a pas cette morale libérale Pas du tout. Ancrée en nous, on l'a plus. Pas du tout. Parce qu'on est plus catholique, parce que... Et comment revenir à ça? Comment retrouver ça? C'est bien pour ça qu'on est ici et j'en suis bien désolé. Parce que je ne sais pas si les Français veulent plus de liberté. Non, je suis pas sûre. Non, je pense un truc là. Avant de faire ma remarque, c'était hier, il y a eu un type qui a fait une proposition de loi pour 5 années de congé paternité et la marche progressive vers les 15 heures par semaine. Donc, on ferme la parenthèse. C'était pour faire rigoler l'Assemblée. En France, on parle beaucoup ces temps-ci, parmi mes amis, on parle beaucoup de socialisme d'atmosphère ou de socialisme mental, ce qui veut tout dire. Il y a 40 ans, un type qui avait été rédacteur en chef du Monde, qui n'était pas encore le torchon que c'est devenu, Jacques Le Sceau, qu'on ne va pas citer, avait fait un bouquin qui s'appelait Modèle français. Dans la première phrase, la France est une Union soviétique qui aurait réussi, sauf que c'était peut-être une Union soviétique, mais c'est pas réussi quand même. Donc ça, il y a quand même ce socialisme mental, et je propose que vous parliez de la Grande-Bretagne. Moi, j'ai bossé à mes habitants pendant 20 ans à Londres. Quand il y a eu une remise d'impôt, un allègement fiscal, c'est rare, ça peut arriver. La presse de caniveau, comme on dit, le Daily Mail, le Sun, etc., a fait un gros titre. On a repris tant de milliards à ces salauds de bureaucrates. C'était grosso modo ça. Le même scénario en France, il y a beaucoup moins de probabilité de se matérialiser. Ça sera, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres qui ne payent pas d'impôts? C'est tout. Alors juste une petite, est-ce que tu as une remarque sur la chose suivante? On parle disons, de la dictature de la majorité. Il semblerait, parce que tu as parlé de la théorie de la bureaucratie de Buchanan et quelques autres, et aussi la théorie du marché politique de Gordon Tullock, etc., à l'époque. Et là, il y a des coalitions de minorités. Je ne sais pas si c'est une nouvelle majorité, mais enfin, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, effectivement. Bon, si on rentrait un petit peu plus dans les détails, si c'était une conférence de public choice, je parlerais effectivement de la tyrannie de la majorité et la tyrannie des minorités, surtout du modèle de Mansur Olson que vous devez connaître, des coûts, Un groupe de pression. des groupes de pression, des coûts diffus et des bénéfices concentrés, bien entendu. Oui, encore une fois, si je peux me permettre la dernière petite citation, en France, il existe 2 partis de gauche, dont l'un s'appelle par convention la droite. À partir du moment où, ça c'est, je rentre dans la politique pure, on sort de l'économie et du libéralisme, si on pense que l'opinion des gens suit une courbe grosso modo de gauche, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, du marais, comme disait l'autre.
au milieu. Bien. À partir du moment où l'un des deux extrêmes est ostracisé, on ne fait pas de dessin. Le milieu de cette courbe de gauche, médiane, se déplace vers la gauche. Ce qui fait que les parties de droite deviennent de gauche. Oui, oui, oui. Certes. Pierre? Quelques remarques et puis je prends le privilège, on va faire notre pause pour être... Alors, d'abord, juste très rapidement, toujours la structure de l'ouvrage de Philippe Nemo, Histoire des idées politiques, hein, les ennemis du libéralisme, 1, la gauche, les ennemis du libéralisme, 2, la droite. Le libéral n'est ni de droite ni de gauche. Ça, je crois que c'est une... sur les détails, alors attention, parce que ça va un peu justement contre ce que tu essaies de faire passer dans la citation de Smith. Tu as fait cette erreur, où il y a cette erreur qu'on retrouve souvent de traduire self-love par égoïsme. Ah, ouais. Ah, attention, parce que ça c'est gravissime. C'est gravissime, c'est ce qui nous a enterrés. Et si tu regardes bien dans la citation, tu dis... voilà. Et ça c'est... Le mot qu'il utilise dans la richesse des nations, c'est self-love. C'est pas selfishness ou quelque chose. Voilà. Donc fais attention à ça. N'utilise pas cette traduction. C'est peut-être ChatGPT qui te l'a donné. Mais non, parce que je sais pas mon savoir. Mais quelle expression? Amour de soi? Smith, lui, il utilise self-love. L'amour de soi, oui, ou à la limite l'intérêt personnel. C'est déjà plus... parce que ça peut être dans ton intérêt d'être ami avec tes amis, avec tes voisins, etc. Mais vraiment, traduire self-love par égoïsme, c'est se crucifier, quoi. Merci. c'est dire que le marché repose sur l'égoïsme, quoi. Là, voilà. Sur Ayn Rand, oui. Oui, mais Ayn Rand, c'est pas Adam Smith, j'ai une préférence. Considérer que c'est un vice, considérer que c'est quand même normal de penser à soi avant de penser aux autres. Oui, mais penser à soi, égoïsme, c'est celui qui pense qu'à soi. L'égoïsme, c'est quand même, enfin, dans notre religion judéo-chrétienne, c'est un vice, quoi. Hein. C'est comme beaucoup de vertus, il faut s'occuper de soi, il faut s'aimer. Justement, le self-love, c'est une vertu. Tu dois t'aimer. Si tu t'aimes pas, tu es malheureux. Mais si tu le pousses trop loin, la vertu peut devenir vice, comme la gourmandise qui peut tourner en goinfrerie, comme... voilà. La preuve. Non, ma dernière chose, je crois que c'est... Je voudrais juste un petit mot sur ce que disait Elisa. Et je crois que c'est important, la morale de la liberté. Moi, je pense que, justement, il doit y avoir un dénominateur commun, y compris chez ces gens qui semblent avoir perdu la morale de la liberté. Et je crois que notre travail, aujourd'hui, c'est de remonter à cette racine, de leur montrer finalement ce que vous désirez, ce à quoi vous aspirez. Eh bien, nos institutions, nos méta-règles, elles vous permettront d'y arriver mieux. Mais donc, je ne désespère pas. Je suis d'accord avec Lisa qu'ils ont perdu la morale de la liberté. En tout cas, ils ont perdu notre idée qu'on va arriver à ce à quoi ils aspirent avec la liberté. Donc, il faut les convaincre à nouveau. Je crois que c'est... mais si on ne croit pas à cette racine commune, alors effectivement, le cas est un petit peu désespéré.